Hello to you. Bienvenue dans le 7e numéro de La Cloche. Comme d'habitude, je suis Christophe Ajus et comme d'habitude, il est Ali de Catch Club. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche. Donc déjà le 7e numéro, bientôt 2 mois qu'on fait ce petit podcast qui est consacré au monde du catch. On voit le temps qui passe. Au bout de 2 mois, on a déjà pris 30 ans. Un jour j'enlèverai peut-être ma casquette. Non. Vraiment. Non, les gens ne veulent pas savoir on ce ne qui veut se pas- cache en dessous ou ce qui ne se cache plus en dessous. On ne veut pas avoir à censurer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre en 2005. On s'est arrêté en 2005 la dernière fois après WrestleMania 21. Ok. Donc comme d'habitude, cette fois-ci, on va aller de WrestleMania 21 jusqu'à WrestleMania 22 en s'intéressant aux gros moments marquants, sachant que là, il y en a pas mal. On a fait beaucoup de recherches sur cet épisode. On a travaillé des heures et des heures. Donc on va commencer avec le gros moment qui nous a marqué mi-2005, c'est One Night Stand. Peux-tu nous en dire plus par rapport à ce pay-per-view ? Non. Merci, bonne fin de journée, à bientôt. C'était La Cloche. Bisous. Bah, EC Dub. Alors, sur un plan personnel, on en a déjà parlé à quelques reprises, mais j'adorais la ECW tout comme toi. Ce ECW One Night Stand 2005, je crois que c'est un des premiers shows que j'ai vécu avec mes amis Ishtu, Uva et Colby de Wrestling Clinic qui sont venus pour la première fois dans mon appart, mon petit studio. J'avais enfin quitté le domicile familial et on a enfin pu se faire un show entre potes comme on le faisait quand on était plus petit, mais donc là en l'occurrence chez moi. Et justement on a croisé Wrestling Clinic il n'y a pas si longtemps durant les fêtes pour une petite vidéo spéciale pour ta chaîne, Catch Club, sur le Royal Rumble. Et justement, Colby me rappelait à quel point c'était un bon souvenir pour lui d'avoir passé cette soirée avec nous, qu'effectivement, One Night Stand, on attendait ça avec impatience depuis de nombreuses années, puisque, tu vas peut-être l'expliquer mieux que moi, la ECW avait eu une première vie indépendante, dirigée par Paul Heyman, jusqu'à 2001 environ, fin 2000, peut-être début 2001. Et ensuite, pendant des années... Ça ne se fait plus beaucoup aujourd'hui, ça se fait quasiment d'ailleurs plus du tout. Dans les salles de la WWE ou même d'ailleurs partout dans le monde, dès qu'il se passait quelque chose d'un peu extrême, d'un peu fou, les gens ne chantaient pas encore Holy Shit ou This is Awesome, mais chantaient ECW, quelle que soit la fédération. Et donc ça avait effectivement motivé Monsieur McMahon et la direction de laisser une chance à la ECW. Ça avait commencé par le DVD de la ECW, The Rise and Fall of ECW, qui à l'époque, si je ne me trompe pas, avait été le DVD le plus vendu peut-être de l'histoire de la WWE. Ça avait super bien marché. Et ça avait convaincu donc Monsieur McMahon de tenter au moins un show réunion, quoi. Ce qui se faisait d'ailleurs pas du tout à l'époque. Depuis, on en a vu moult, que ce soit à la WWE ou même à la TNA après. Mais à l'époque, c'était vraiment impensable. On ne pensait vraiment pas que la ECW allait renaître, quoi. C'est exactement ce que tu viens de dire en fait. Merci. On s'attendait pas à revoir cette fédération et c'est très difficile à expliquer pour des personnes qui n'ont pas connu cette période, mais je veux dire, quand elle était morte, on rêvait tous de savoir ce que serait devenu la ECW, tellement c'était différent, tellement ça a inspiré la WWE et la WCW. Je veux dire, ce style hardcore, ce style où on repousse les limites, où on fait des storylines un peu plus osées. On vient de voir le mariage lesbien avec Lana et Liv Morgan à Raw, par exemple, il y a 10 jours. C'est pas tout à fait jours. un mariage lesbien. Enfin, je veux dire, on vient de voir une relation plus ou moins apparemment lesbienne entre Lana et Liv Morgan. Ça, la ECW, ça se faisait déjà il y a 22 ans, quoi. Je veux dire, la ECW push the envelope avant tout le monde. Et comme tu l'as dit, on ne s'attendait pas à ce que la fédération revienne. Le DVD marche super bien. Ce qui fait que Vince McMahon se dit, on va tenter un show unique annuel qui va s'appeler One Night Stand. Et encore, je ne suis pas certain qu'il s'agissait d'un show annuel. Je crois vraiment que c'était un show unique. Exactement. Ça ne devait avoir lieu qu'une fois et c'était simplement l'occasion pour Vince McMahon de profiter encore de la popularité de la ECW et puis gagner un peu d'argent dessus, quoi. Exactement. À ce moment-là, en plus, certains des anciens noms, si je viens juste m'en rappeler, mais certains des anciens noms n'ont pas aimé, je crois, ce que la WWE faisait, donc ils ont lancé leur propre renaissance ECW, je crois, à cette période. Je crois que c'est l'année d'après. Ah, c'est l'année d'après, à partir du deuxième. Le premier One Night Stand, c'est vraiment la WWE, puis effectivement l'année d'après, il y a eu Douglas, je crois, essaie de Douglas, lancer... notamment les catcheurs que la WWE voulait pas reprendre. Exactement. Donc ils se sont dit, nous aussi on veut en profiter. Donc ils avaient, pendant que la WWE était au célèbre Hammerstein Ballroom à Manhattan, me semble-t-il. Moi, je suis passé une fois devant quand j'y étais allé avec ma maman.
J'avais vu Tom Cruise d'ailleurs, puisque c'était une réunion à l'église de Scientologie Ah bah tiens. pour le ballroom cette fois-là. Et donc il y avait cette salle et les originaux entre guillemets de la ECW et tous ceux qui n'avaient pas été contactés par la WWE avaient organisé un show à la célèbre et légendaire ECW Arena à Philadelphie en Pennsylvanie. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, quand j'étais parti avec ma maman aux États-Unis, on était passé par Philadelphie et c'était un voyage un peu organisé, pas du tout organisé totalement, où tu vois tu visitais 1 ou 2 jours une ville, puis après tu repartais en bus avec tout le groupe, puis toujours le même chauffeur. Et moi, vu que je parlais bien anglais, j'étais à peu près le seul du groupe parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens un peu âgés, on n'était pas beaucoup de jeunes. Donc je parlais beaucoup au chauffeur qui était un ancien militaire, enfin voilà. Et puis moi, je lui parlais de ma passion du catch et je lui disais on va à Philadelphie, tu connaîtrais peut-être la ECW Arena. Il fait non, je sais pas du tout ce que c'est. Mais bon, on va aller manger dans un resto, tu demanderas. Et puis je demande au restaurateur vous connaissez la ECW Arena ou je crois qu'elle s'appelait le Viking Hall. Il me semble, le nom original, je suis pas sûr, mais enfin voilà, il y avait un nom originel autre que ECW Arena, et les gens de Philadelphie n'avaient pas la moindre idée de quoi il s'agissait, quoi. Ils ne savaient pas du tout que la ECW, ce que c'était, que ça avait rendu finalement Philadelphie connue dans le monde entier. Bon, il y avait les Philadelphia Sixers, il y avait pas mal d'équipes connues aussi, mais pour toute une génération et pour tous les fans de catch dont je fais partie, le Philadelphie, c'était la ECW, quoi. Totalement. Et les gens à Philadelphie n'avaient pas la moindre idée que ça existait. Qu'est-ce que c'était que cette petite salle? Non, ils ne savaient rien. Donc j'ai jamais pu aller malheureusement à la ECW Arena, qui depuis je crois a été démolie puis reconstruite, ou en tout cas a changé de structure. Oui, mais voilà. Elle a été reconstruite. D'accord. Ils avaient arrêté de faire du catch pendant plusieurs années dedans, et ça a repris depuis 2-3 ans maintenant. Donc on va justement parler un petit peu de ce pay-per-view. Ce qui s'est passé, c'est que Vince McMahon a donné plus ou moins les rênes de Paul Heyman pour la soirée. Paul Heyman, oui. Paul Heyman pour la soirée. Oui, et Rob Van Dam, qui, si je ne me trompe pas, oui, est blessé. Il n'a pas pu participer au show. Exact. Et c'est pas que le catch, c'est l'ambiance. C'est pour ça, comme tu l'as dit, le fait que ce soit dans le Hammerstein Ballroom et que c'était les vrais fans de la ECW qui étaient présents dans cette salle. Ah ouais, c'est un show. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite grandement à aller voir sur le network ECW One Night Stand 2005 parce que l'ambiance y est électrique. Il y a un seul petit problème malheureusement avec la version network, c'est que les musiques sont modifiées pour des raisons de droit. Ouais. Parce que la ECW, on n'avait rien à taper. Paul Heyman, il mettait n'importe quelle musique. Ça marche pour une diffusion télé, mais après, tu n'as pas les droits de les utiliser pour les cassettes vidéo à l'époque, au début, puis pour les DVD. Donc, ce qui fait que sur les cassettes vidéo de la ECW ou les DVD, parfois, il n'y avait pas l'entrée, ou alors, effectivement, ils coupaient la musique et il n'y avait pas un bon son. Mais c'est vrai que l'entrée de Sandman à ECW One Night Stand, avec tout le Hammerstein Ballroom qui chante Exit Late, Enter Night, Take My Hand, Hope You Never Never Fell. Non, oui, non, la chair de poule. Enter the Sandman, oui, exactement. Quand il fait son entrée, on entend c'est Mick Foley qui est au commentaire avec Joey Styles, et Mick Foley qui s'arrête et qui fait They are actually singing the song. Bah oui. Et le public qui chante avec Sandman qui ouvre des bières, qui boit sa bière, qui saigne déjà avant le début du match. Le Sandman, limite, c'était son entrée finalement. C'est comme beaucoup d'autres superstars qu'on a vu passer après, même parfois Nakamura. On pouvait se dire qu'une fois que l'entrée était passée, vu qu'il n'est pas toujours il est plus en grande forme comme il a pu l'être au Japon. Et là, le Sandman, lui, il n'a jamais été en grande forme. Si à la WWE, après, quand il était dans les shows hebdomadaires, il avait quand même travaillé son corps. Okay, ouais. Mais là, il était encore dans une période avec gros bide et tout, mais on s'en fichait. C'était l'entrée. C'était la musique Enter Sandman de Metallica. Cette fois, je ne me trompe pas, parce que je m'étais trompé avec Europe et un autre Scorpion, groupe. Vous êtes nombreux à avoir fait remarquer, bravo à vous. Et pardon, parfois, ça ne revient pas comme on veut. Mais oui, voilà, l'entrée du Sandman. Et cette ECW qui, dans les années 90, a quand même marqué le ton. Je te disais tout à l'heure, moi je me souviens parfaitement du premier show ECW que j'ai vu, c'est ECW November to Remember 97. 15 jours après la diffusion américaine, j'ai reçu, c'était un mardi soir, la cassette dans ma belle boîte aux lettres. Je suis tout seul avec cette cassette, oh purée, je pouvais pas la regarder parce que j'avais pas de magnétoscope NTSC. Donc il fallait que j'attende le lendemain. Tous les mercredis après-midi en 97 étaient consacrés à une chose, regarder des cassettes de catch avec mon camarade célèbre Naniwa, qu'on embrasse. Et c'était le mardi soir, donc on avait fini l'école. Et j'ai attendu dans la rue, devant sa maison, quoi. Les voisins ont dû se dire pourquoi il attend comme un con qui rentre. Et je l'ai attendu, je lui ai montré la cassette. Oh purée. Bon, ma mère rentre dans 1h30, on peut regarder une demi-heure. Allez, on y va.
Et on a regardé le premier match de ECW November to Remember 97, et là, effectivement, la passion de la ECW a grandi en nous, et on a maté tous les pay-per-views à partir de ce moment-là. On a essayé de regarder le plus de shows de télé possible. Je recevais aussi les ECW en TNN, qui était leur dernier show télé avant qu'ils ne fassent faillite. Donc oui, on était comme des fous. Et ce One Night Stand, ou One Night Stand, comme dit notre ami Uva, c'est One Night Stand qui nous regarde tout le temps. Donc je l'embrasse également, Uva. Et One Night Stand, on l'a regardé ensemble. Ouais, pour faire un petit retour sur la carte, donc premier match Lance Storm contre Chris Jericho. C'est assez marrant parce que pour info, ces deux catcheurs se sont entraînés ensemble. Ils ont eu leur premier match de catch ensemble. En 91, me semble-t-il, à Calgary, parce qu'ils ont tous les deux été entraînés dans le donjon des Hart. Exact, sans aucun Hart. Sans aucun Hart, il devait y avoir Jericho dit qu'il est venu juste pour encaisser l'échec lors du premier jour. Bruce Hart ouais, et c'était Bruce ou Keith, un des deux. Et après, il a plus jamais revu les Hart tout son entraînement. Bon, en tout cas, ils étaient bons tous les deux. Parce que pour l'avoir vu, d'ailleurs, me semble-t-il, leur premier match, c'était déjà pas mal. Pour deux mecs qui débutent, c'était déjà un très beau truc. Il n'y a pas de hasard. Si je ne me trompe pas, c'est la retraite de Lance Storm. Ah, c'est son dernier match. Il a eu l'honneur de combattre son pote Chris Jericho, avec qui il faisait une équipe aussi merveilleuse, à la Smoky Mountain Wrestling de Jim Cornette, les Thrill Seekers. Exactement. Ouais. Avec une rivalité assez exceptionnelle, mais maintenant j'ai oublié contre qui. C'était pas les Heavenly Bodies, non, c'est peut-être pas cette époque. Bon, en tout cas, ils avaient des matchs, moi je les ai vus, on avait réussi à choper les cassettes de Smoky Mountain, parce qu'à un moment, la Smoky Mountain Wrestling et la ECW étaient deux grosses fédérations indépendantes dans la fin des années 90. On a d'ailleurs découvert quelques catcheurs de la Smoky Mountain Wrestling à la WWE, parce qu'il y avait un échange. On avait vu notamment les Heavenly Bodies, qui... Pour les fans WWE qu'on était à l'époque, je trouvais ça nul. Moi, c'était ma pause pipi à chaque fois avec qui je touche. Je disais, bon, les Heavenly Bodies, je vais pisser. Pauvres d'eux, désolé. Mais ils avaient des angles aussi assez dingues. Comme la ECW, c'était assez violent quand même. Hein. Par exemple, c'est aussi là-bas, me semble-t-il, que New Jack et les Gangsters ont démarré là-bas, exactement. Avant d'aller chez Paul Heyman, parce que c'était plutôt les États du Sud, la Smoky Mountain. Et la ECW, c'était le Nord. C'était Philadelphie. Philadelphie, c'est le nord-est des États-Unis. C'est pas trop loin de New York. C'est quand même déjà quelques centaines de kilomètres. Mais pour les États-Unis, c'est pas très loin, quoi. Et donc voilà, Lance Storm et Chris Jericho, ils débutent ensemble, ils font cette équipe qui était vraiment cool. C'était un peu les Rockers des années 90, mais qui n'auraient jamais vraiment réussi entre eux, parce que finalement, ils ont très vite été séparés et on les a pas trop vus en équipe, mais ils me formaient une superbe équipe. Non, mais c'est normal. Puis Chris Jericho qui était venu avec son petit gilet en fait de l'époque des Lionheart. Lionheart. Plusieurs catcheurs en fait avaient fait des rappels par rapport à l'époque où ils étaient à la WCW. Donc le prochain match c'était Super Crazy contre Little Guido, ça a permis de voir Full Blooded Italian, les FBI, et Tajiri, c'est un triple threat avec Tajiri, et Crazy, Guido et Tajiri étaient en rivalité souvent à la ECW. Tout le temps, ils sont restés en rivalité de 3 ans, 4 ans, voilà. Enfin c'était toujours soit Super Crazy, Tajiri qui nous ont, c'est vrai, aussi offert des matchs incroyables, improbable. Super Crazy était aussi en avance sur son temps à l'époque. On l'oublie peut-être, je trouve, maintenant, mais ce qu'il faisait à la ECW, c'était aussi assez nouveau, ouais. Au niveau athlétique. Et puis Tajiri aussi. Moi, je me souviens d'avoir découvert Tajiri, je crois, à la WWE, dans le tournoi Light Heavyweight, qui avait été finalement gagné par Aguila, je crois, pour le titre final contre Brian Christopher. Mais dans les premiers tours, il y avait eu Jerry Lynn, qu'on ne découvrira vraiment qu'après à la ECW, qui explosera la ECW. Mais il avait participé au premier tour, et il ressemblait pas du tout à ce qu'il va devenir après à la ECW. Au début, c'était juste un catcheur japonais très basique en quelque sorte. Il avait aucune personnalité, rien du tout, et quand on le voit après à la ECW, s'inspirant énormément du Great Muta, mais quand même à sa sauce, ça va devenir un personnage exceptionnel. C'est et puis, plus que de la personnalité. Oui, et ce qu'il fera après à la WWE, ce sera pareil, exactement, vraiment personnalité forte, énormément de charisme, énormément d'humour. Et voilà, Super Crazy, Tajiri, c'est des matchs, je vous invite vraiment à mettre la main dessus. D'ailleurs, c'est pareil, ils sont sur le network. Donc n'hésitez pas, entre deux pay-per-view avec Raymond Rougeau et Jean Brassard qu'on embrasse, à aller voir un petit Tajiri Super Crazy, quel que soit le match. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est toujours classe. Rey Mysterio contre Psychosis, encore une fois, ils avaient fait des rappels à leur style de l'époque. Psychosis qui est venu vers le ring avec son masque, je crois, avant de l'enlever. Voilà, parce qu'il était déjà plus masqué à l'époque. Et puis ça aussi, c'était une grosse feud. C'était plus Rey Mysterio, Juventud Guerrera à l'époque de la ECW, notamment un match où ils finissent sur le parking avec un ciseau de tête sur le béton dans la neige, me semble-t-il, qui est resté une image mythique de la ECW, qui était peut-être même, je crois, dans les génériques. Psychosis avait fait aussi un petit tour à la ECW, mais c'était plus Juventud. Mais à mon avis, à l'époque, soit Juventud n'était pas dispo, soit il était sous. Il y a de grandes chances.
On continue avec Sabu, accompagné par Bill Alfonso et Rob Van Dam contre Rhino. Ce match, par exemple, je m'en rappelle pas trop. Moi non plus, pas du Donc, tout. Rhino qui a été le dernier champion de la ECW originel, hein, sinon c'est... tu ne te souviens pas du dernier champion Ezekiel Jackson, dernier oui. champion officiel, je crois, de la ECW. Oublier ce genre de choses. Mais voilà, Rhino était le dernier champion officiel originel de la ECW et contre Sabu. Bon, là, on a vraiment deux anciens. Sabu, tu parlais des précurseurs. C'est vrai que Sabu a été l'un des grands précurseurs et on l'oublie beaucoup aujourd'hui, mais les prises de risque, les tentatives de Sabu, son triple jump moonsault. Moi, quand je lisais les résultats, ça me paraissait ouf. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah bon, c'est que ça. Mais rien que pour le réussir, alors il en a botché des dizaines. Il était le roi des botches, Sabu, mais parce qu'il tentait des trucs infaisables. Il essayait de marcher sur les cordes, marcher sur une chaise en même temps qu'il marchait sur une corde. Enfin, complètement... presque c'est limite, il faut être con pour tenter des choses aussi folles. Et bon, finalement, il réussissait quand même toutes souvent. les prises avec une chaise, ce qui fait que ça devient Arabian. Oui, voilà, ouais, le Arabian Facebuster, oui, c'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier que là, Rob Van Dam accompagne Sabu, parce que Rob Van Dam et Sabu, c'est un peu comme Chris Jericho et Lance Storm, ils ont été entraînés ensemble dans l'école de l'oncle de Sabu, qui était le Original Sheik, à ne pas confondre avec le Iron Sheik, qui a été champion à la WWE. Le Original Sheik était un petit peu plus barbare que le Iron Sheik. Il était réputé pour sa fourchette. Oui. Il venait sur le ring avec une fourchette et parfois les matchs ne commençaient même pas qu'il avait déjà planté 12 fois son adversaire à coups de fourchette. Et ils avaient une dynamique particulière, Sabu et Rob Van Dam, Oui, à en la CW, parce équipe. que Rob Van Dam essayait un petit peu d'être pote avec lui, mais Sabu ne s'attachait pas trop à Rob Van Dam en fait habituellement, tu vois. Sabu parlait pas en plus. Non. Et dès que Rob Van Dam le touchait, il s'énervait d'un coup contre lui. Comme ça. Ah, ils avaient une belle dynamique, effectivement. Ils ont été champions par équipe. Ils nous ont offert l'un des grands matchs des années 90 contre Jinsei Shinzaki Shinzaki Hayabusa. et Hayabusa, exactement. L'un étant Akushi, l'autre étant Hayabusa. Akushi à la WWE. Et c'est vrai que c'était à Heatwave 98, le match de rêve que tout le monde attendait à l'époque, effectivement, parce que vous aviez Shinsei Shinzaki qui mettait le feu au Japon et Hayabusa à la FMW qui mettait le feu également. L'un des catcheurs qui était le plus apprécié dans les années 90 et qui aura finalement fait une carrière assez pauvre, entre guillemets, puisqu'il se blesse rapidement. Hayabusa. Oui, Hayabusa, ouais. Parce que dans les années 90, tout le monde était fou de Hayabusa. Pour moi, c'était un petit peu en fait, le Sabu du Japon, limite. Tu vois, quand. Ouais, mais il était plus propre que Sabu. Il faisait exactement. Il faisait moins de botch. Et... Mais il faisait rêver en fait, Hayabusa. En plus, voilà, le côté catcheur masqué un petit peu spécial. Je veux dire, il était particulier. Il avait, comme tu viens de le dire, un moveset génialissime. Et derrière, il y a eu ce moonsault mal tenté. Oui, il mal finit sur la nuque. réceptionné. Un lion saut à la Jericho où malheureusement, je crois qu'il glisse sur la corde. Il n'arrive pas à se réceptionner, il finit sur la nuque et il a terminé en fauteuil roulant. Ouais. Je crois qu'il a pu une ou deux fois apparaître debout. Il a fait des apparitions à des shows qui, je crois, étaient des grands shows FMW Réunion où il s'est levé. Il arrive en chaise roulante et il se lève une ou deux fois. Et bien entendu, on a droit à une énorme pop du public à ce moment-là. Parce que c'est déjà incroyable, suite à sa blessure, qu'il puisse se relever. Mais ah oui, non, la blessure d'Hayabusa, ça a tué un grand talent du catch, quoi. Parce que Oui. c'était quelqu'un de très prometteur, malheureusement. Donc on continue après Chris Benoit, Eddie Guerrero. Un match qui, d'après mes souvenirs, était assez stiff, assez violent. Ouais, et puis il y avait une ambiance bizarre. Mais qui n'avait pas marché. Apparemment, les deux catcheurs eux-mêmes avaient dit qu'ils n'avaient pas aimé leur match par la suite lors de One Night Stand. Parce que déjà, Guerrero était en plein, là, on l'a évoqué dans l'épisode précédent, I Am Your Papi. Il est en plein dans la rivalité avec Rey Mysterio. Et il est extrêmement sombre et taciturne. Enfin, on a l'impression qu'il a perdu quelqu'un de très cher juste avant le début du show, tellement il a l'air triste et pas bien. Et Benoît aussi fait la gueule pendant tout le match. C'est un match extrêmement bizarre. Et bon, après, c'est aussi logique parce que quand tu t'attends à cette époque-là à voir Chris Benoit contre Eddie Guerrero, tu t'attends à un match de fou. Forcément. Et ils avaient peu de chances d'être à la hauteur des attentes des gens. Et en plus, il y avait encore cette ambiance un peu bizarre qui fait que le match est un peu loupé. Et comme dit, ça collait plus trop avec... Ils avaient beaucoup changé aussi. Chris Benoit, il avait pris, 50 kilos depuis la ECW. Ce qu'il ne faut pas l'oublier, Eddie Guerrero et Chris Benoit ont été ramenés d'abord aux États-Unis par Paul Heyman, qui les a fait combattre à la ECW. Il y avait Chris Benoit faisait partie du Triple Threat à la ECW, qui était le gang de référence, qui était un peu le Undisputed Era de la ECW, toujours dominé par Shane Douglas.
et qui s'entouraient de catcheurs selon les époques. Il y a eu Dean Malenko et Chris Benoit, il y a eu Brian Lee, le faux Undertaker de SummerSlam 94, et Chris Candido, puis ensuite Bam Bam Bigelow et Chris Candido. Il y a aussi eu Lance Storm, je crois, qui était plus ou moins dans le gang, mais jamais officiellement. Et Eddie Guerrero, lui, avait été amené à la ECW après avoir explosé le catch 94 ou 15, le fameux show de la AAA qui se passe à Los Angeles, où avec son meilleur ami Art Barr, qui nous a quitté depuis, l'inventeur du Frog Splash, ils affrontaient deux catcheurs mexicains, l'ancien partenaire de Guerrero, pardon, pour ses méprises, dans un match masque contre cheveux. Et ce sont les deux Américains, Art Barr et Eddie Guerrero, qui perdent et qui se font raser la tête. Et quelques jours après, Art Barr décède, alors que Paul Heyman voulait les faire venir tous les deux. Parce que, voilà, en équipe, ils avaient une dynamique de ouf, quoi. Art Barr, c'était le mec très charismatique, et Eddie, c'était le worker. Et ce qui est amusant, c'est qu'après, Eddie Guerrero, au fil de sa vie et de sa carrière, il va beaucoup s'inspirer de Art Barr pour créer son personnage de latinoïde et se lâcher un peu, se détendre, quoi. Ouais, mais Eddie Guerrero et Jericho parlent beaucoup de Art Barr dans leurs livres. Et clairement, c'est dommage. Encore une fois, je vais me répéter comme pour Hayabusa, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir plus de ce catcheur parce qu'apparemment, il avait un talent énormissime. Oui, vraiment énormément de charisme. Si vous avez l'occasion de. Je crois que ça s'appelait un peu comme ce qui va avoir lieu à la semaine de WrestleMania. La WWE appelle ça World Collides, et à la AAA, ils avaient appelé ça When Worlds Collides. Oui. Lorsque les mondes s'affrontent, parce qu'ils avaient fait un show mexicain, mais aux États-Unis. Et ça a été un peu aussi le début du renouveau du catch indépendant à l'époque. Enfin, ils avaient fait une salle immense. Et puis, je crois que le main event est un 5-star de Dave Meltzer. Carrément. Okay. Beaucoup des matchs sont extrêmement bien vus par les spécialistes. Et ça a fait un petit peu exploser aussi le catch poids moyen, quoi, qui explosera dans les années suivantes à la WCW. L'avant-dernier match donc, de One Night Stand. Alors Michael Son contre Masato Tanaka. Là, c'est le match. Moi, c'est presque mon main event parce que j'ai quasiment plus de souvenirs du suivant, à part l'entrée du Sandman. Pareil. Mais Mike Awesome, Masato Tanaka, c'est pareil. Si vous avez jamais vu ça, ça ressemble à un accident de voiture un petit peu parce que c'est tellement n'importe quoi. Des powerbombs à l'extérieur du ring, à travers une table. Mike Awesome, comme Hayabusa a fait sa carrière principalement du côté du Japon, à la FMW, qui était une fédération hardcore japonaise détenue par Atsushi Onita, qui est une légende au Japon, parce qu'il a fait exploser cette fédération de catch. Enfin, pour avoir relu des articles et tout, il faisait des salles énormes, ils étaient pas loin de la New Japan à cette époque-là. Là, on parle des années 90, on est encore revenu 10 ans après. Et Mike Awesome, à l'époque, était un des rares Américains à être là-bas à plein temps pour la FMW. Il y avait des apparitions de Terry Funk, il y avait Sabu, Rob Van Dam a aussi fait quelques shows sur place. Horace Boulder, oui, le neveu, mais lui, il était quasiment que sur place avant que Hulk Hogan le rapatrie à la WCW, le neveu de Hulk Hogan, Horace. Mais voilà, Mike Awesome, c'était fou parce que à cette époque, c'était le seul poids lourd avec cette carrure capable de faire des frog splash, des topés. Il faisait des topés, mais fou. Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune construction dans les matchs. Ça, il faut laisser, aucune psychologie derrière le catch. C'était vraiment juste de la baston. Et Masato Tanaka, catcheur japonais de son état, évidemment, comme son nom l'indique, qui lui était le spécialiste des coups de chaise, mais qu'il prenait. Pas forcément des coups de chaise qu'il donnait, mais des coups de chaise qu'il prenait. Et il se prenait... À regarder aujourd'hui, avec le recul, ça fait mal. Parce que à l'époque, les gens ils réfléchissaient pas, ils se mettaient des coups de chaise dans la tête. Et Masato Tanaka se prend des coups de chaise dans la tête comme ça. Et on le voit... Il essaye se concentre, genre. Il essaye d'absorber le choc et il reste debout, quoi. Il les vend pas, ce qui rendait l'atmosphère encore plus électrique. Et ce match-là, il est complètement dingue. C'est moqué, je crois, par JBL. Bien sûr. Parce qu'il y avait à One Night Stand une partie de Raw, une partie de SmackDown. On les appelait les Crusaders, les croisés, qui étaient venus un petit peu. Ils avaient une loge spéciale et puis ils se moquaient du show, surtout JBL, qui vraiment se moque pendant tout le match en. Oh, il va se dégager! Oh, il s'est dégagé! Oh, tu vois l'image quand il fait comme ça, JBL. Il se fout complètement de leur gueule, alors que bon, c'est vrai que les mecs mettent leur vie en jeu. Et puis en plus, dans l'histoire, Mike Awesome est détesté par Joey Styles aux commentaires. Oui, parce qu'il a trahi la ECW à l'époque. Ouais. Et oui, en 2000, il quitte la ECW sans prévenir la ECW alors qu'il est champion du monde pour aller à la WCW. Il apparaît à un Nitro, il agresse immédiatement Kevin Nash dès son premier Nitro, je m'en souviens, on l'a commenté sur RTL 9. Et quelques jours plus tard, Paul Heyman contacte la WCW pour leur dire, écoutez les gars,
Et ça va peut-être vous étonner, mais lui, il avait un contrat. Parce qu'à l'époque, les mecs avaient quasiment pas de contrat. Paul Heyman, il payait un peu comme ça à la séance. Quand il avait de la thune, il filait au premier mec qui arrivait. Mais Mike Awesome avait un contrat. Ce qui fait qu'il les a menacés de porter plainte. Et ça a donné lieu à l'un des matchs qu'on a totalement oublié aujourd'hui, mais l'un des plus historiques des années 90. Et improbable. Mike Awesome de la WCW contre Taz de la WWE sur un ring de la ECW. Et Taz redevient champion de la ECW alors qu'il est sous contrat avec la WWE. Et il se ramène à SmackDown avec le championnat et il a un match contre Triple H. Je me rappelle à l'époque parce que quand j'avais 10 ans, justement vers cette époque, c'était vraiment l'époque où j'avais 10 ans. C'était choquant de voir quelqu'un qui arrive avec une autre ceinture. Je veux dire, à ce moment-là, les ceintures, c'est encore quelque chose de spécial. Oui. C'était comme lors d'un épisode de Nitro, je me souviens une fois que je crois que c'était Liger qui était venu défendre le titre IWGP Junior Heavyweight. Il y avait aussi Ultimo Dragon qui avait 9 ceintures parce que le titre WCW était... Mais oui, Jushin Liger, il me semble peut-être même un Starrcade contre Rey Mysterio, je crois. Et donc tu voyais cette petite ceinture qui était différente, tu savais pas trop d'où elle venait, mais les commentateurs en plus ne la vendaient pas plus que ça. Non, bah non. Donc bon, ça avait pas beaucoup de valeur. Mais là, pareil, oui, à un moment, on a vu Taz, champion du monde ECW, à la WWE, et il a eu un match correct en plus contre Triple H, où si je me rappelle bien, à la fin, Triple H a quand même dû plus ou moins tricher, ou en tout cas avoir de l'aide de Stéphanie pour gagner. Donc bon, c'était à l'époque où ils essayaient encore de faire quelque chose avec Taz. Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps. Pardon. Une petite précision par rapport à ce pay-per-view. Donc, il se termine avec un match Dudley Boyz contre Tommy Dreamer et Sandman. Là, on vous l'a dit, ce qui compte le plus par rapport à ce match, c'est l'entrée de Sandman. Oui, après le match aussi, et j'ai pas de grands souvenirs, mais je pense qu'il était pas mal, parce que malgré tout, les Dudley, ça travaillait très bien. Tommy Dreamer était aussi un bon worker, et puis il savait parfaitement travailler la foule. Il était devenu le chouchou des fans de la ECW. Oh, bien sûr. Puis le Sandman aussi. Enfin, le Sandman n'était pas si bon que ça, mais... Bon, à l'époque, on regardait ces matchs sans trop se rendre compte que c'était n'importe quoi. Mais voilà, ça reste un gros combat. Et puis c'est vrai que l'entrée... Moi, j'ai cette image de Tommy Dreamer qui dit bonjour à Chris Shetty, qui était au bord du ring, le neveu de Taz, et puis ancien catcheur de la ECW, premier diplômé de la House of Hardcore, ou un truc comme ça, l'école de catch de la ECW. Et Chris Shetty ne participait pas au show, donc il était au ringside, assis dans le public. Et Tommy Dreamer vient lui serrer la main, puis ensuite il fait comme ça. Et là, il y a sa musique s'éteint, et là il sourit en sachant parfaitement. Ça m'est arrivé plusieurs fois à la ICWA aussi, où je savais que musique faisait réagir, celle de Booster par exemple. La pop arrive. Voilà, et je sais que ça va venir, donc je souris en avance. Et là, Tommy Dreamer, son sourire, il est tellement sincère. Là, vous allez voir. Vince McMahon, tu sais pas encore ce qu'on va te mettre dans la gueule, mais écoute. Et effectivement... les premières notes d'Enter the Sandman. Essayez de retrouver la vidéo sur YouTube pour l'entrée de Sandman. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est sur Dailymotion parce que justement à cause des droits d'auteur, elle est pas sur YouTube, mais Dailymotion s'en fiche un peu les droits d'auteur. Donc moi je sais que récemment je l'ai regardé l'entrée et qu'elle est sur Dailymotion. Mais une dernière petite remarque pour terminer par rapport à ce pay-per-view. Après le main event, on a justement les catcheurs de Raw et SmackDown qui débarquent vers le ring. Et on a une espèce... Mais bien sûr que je vais parler de JBL. Ouais, voilà, il s'énerve. Bien sûr que je vais parler de JBL. Alors, donc les catcheurs de Raw et SmackDown qui arrivent dans le ring, on a le droit à une bagarre générale. Et justement, à ce moment-là, Taz, qui était commentateur, reprend son rôle de l'ancien Taz. Il vient et il fait un petit peu la bête. Parce que... C'est à ce moment-là ? Oui, il vient vers le ring et il détruit une ou deux personnes. En tout cas, non, il se bat avec Kurt Angle. Taz, il porte le kata Jimmy à Kurt Angle après. Je crois pas. Je crois que c'est l'année suivante où il le fait sur Jerry Lawler. Ah bon, tu penses ? Il me semble. Parce que là, la fin du show, c'est le Sandman qui dit « Give me a beer! I want a beer! I want a beer! » Et tout d'un coup, ksh, et c'est Stone Cold Steve Austin qui arrive sur le ring. A huge brawl occurred. The crowd chanted, ah bon, ok, t'as raison. The crowd chanted We want Taz, which brought Taz. Et Taz Mission sur Kurt Angle. Alors c'est l'année suivante qu'il y a Stone Cold qui vient... Non, c'est là aussi c'est Stone Cold. C'est la même. Ok. Ouais. Et donc il y a Taz qui arrive. Et à ce moment-là, donc on a eu le droit à une bagarre catcheur WWE contre ECW. Et vous pouvez voir cette vidéo, et je l'ai même mis dans un de mes top 10, qui doit être quand le catch part en shoot, justement, parce qu'on a le droit à un shoot dans le ring. Donc un shoot, pour information, c'est quand des catcheurs décident de ne plus suivre le script, et qui décident de réellement se frapper. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que JBL monte sur le ring. Honnêtement, il y a moyen qu'ils soient un petit peu sous, vu qu'il a bu des bières toute la soirée pendant le show. Oui, c'est possible. Cela dit, bon, vu la carrière du monsieur, et vu sa consommation, je dois tenir quand même. Ouais, voilà, c'est vrai. Tu peux le lâcher à la fin de la bière. Bébé. De
D'autant que JBL a quand même, faut pas l'oublier, beaucoup catché en Europe, notamment en Allemagne. Et il en garde d'ailleurs un très bon souvenir. Il est resté très longtemps chez Otto Wanz, le grand promoteur allemand qui, au moment où en France on avait vraiment plus de grands shows, il y avait des petits shows mais personne ne savait qu'ils existaient. En Allemagne, vous aviez ce promoteur Otto Wanz qui faisait encore venir les Chris Benoit, les William Regal, les jeunes JBL, les jeunes catcheurs américains qui venaient faire leur apprentissage. Rhino a catché aussi chez Otto Wanz. Beaucoup de ces catcheurs américains qui ont appris leur métier d'abord en Allemagne. Donc voilà, JBL a dû pas mal boire de bière à l'époque. Mais bon. Ouais, non, et donc il tabasse le Blue Mini, oui. C'est ça, vous pouvez voir la vidéo, JBL arrive dans le ring et en fait JBL cherche pas à catcher, il cherche... Non mais d'abord il y a un face-à-face entre les deux groupes. Oui. Et effectivement, on voit bien JBL qui essaye de voir où il est. Il cherche quelqu'un, genre là je veux me battre. Et il va trouver Blue Mini. C'est parce que Blue Mini l'avait attaqué sur les réseaux sociaux. Non, je ne justifie pas le truc, c'est totalement honteux. Mais voilà, mais c'est vrai, c'est pas gratuit. Pour l'explication, apparemment, JBL n'avait pas aimé que Blue Mini dise quelque chose sur lui des mois avant sur Internet. Je veux dire, de là à ce que ça te reste dans le cœur, tu vois ce que je veux dire, quand t'es un adulte, faut quand même avoir une case en moins. Donc il monte sur le ring, il cherche ce Blue Mini, et là il le démonte. Il commence à lui mettre des grosses patates directement au visage. Dans la Blue gueule. Mini ne comprend pas trop ce qui se passe. Non, donc au départ, il se a l'air défend choqué. même pas forcément. Voilà. Et après, à la fin, il essaye de mettre un coup ou deux. Les catcheurs de la WWE se font jeter du ring. Et là, d'un coup, tu peux voir qu'il commence à parler aux autres catcheurs de la WWE qui se retournent vers Blue Mini. Qui en sent. Mais en sang. Il a l'air défiguré, quoi. Les gars. En 3 droites, il lui a défait le visage. Et le lendemain, il poste une photo de lui sur les réseaux sociaux et on peut voir qu'il est ouvert de partout. Il a un œil au beurre noir. C'était... Je veux dire, c'est une agression, c'est tout ce qu'on veut pas dans le monde du catch. Le catch, et parfois je le précise pas assez, mais je veux dire, un match de catch, c'est une performance artistique, c'est un duo. Ah bien sûr, c'est un duo. Si t'as pas confiance dans le mec en face, ou si le mec d'en face te veut te faire du mal, il peut très facilement. Donc, tu mets ta vie entre ses mains, et bien lui, sûr. la sienne entre les tiennes. Et la qualité du match est forcément due aux deux catcheurs. Bien sûr. Aussi bon que tu sois, tu peux rien faire tout seul. Donc forcément, il faut travailler ensemble quand on fait un match de catch. Et en général, entre les catcheurs, c'est une collaboration. Et là, on voit quelqu'un qui profite totalement de la confiance de l'autre, qui a défiguré Blue Mini. Donc voilà, c'était juste parce que la semaine dernière, on avait mentionné JBL. Je tenais à dire que c'est pas comme si je le détestais de manière innocente. J'ai vécu non, il a des dossiers, on peut pas dire le contraire. Après, aujourd'hui, vraiment, encore une fois, je l'ai déjà défendu la dernière fois, mais je défends pas cet acte-là qui, effectivement... ça va à l'encontre de tout toutes les règles du catch. Tout ce qu'est le catch, quoi. Effectivement, normalement tu peux pas trahir la confiance de quelqu'un, mais JBL a évolué, j'ai l'impression, aujourd'hui encore plus qu'auparavant. Aujourd'hui, vraiment, moi je le suis sur internet, la plupart de ses posts c'est pour des choses caritatives. Il habite dans les îles en plus, je ne sais plus dans quel coin, mais un coin tout de même assez pauvre, donc il participe à énormément de mouvements caritatifs, et de manière pas en tant que grande star de la WWE, mais vraiment de manière locale. Ce qui prouve, malgré tout, qu'il a un cœur. Et après, peut-être que c'est religieux aussi, peut-être qu'il a envie de se faire pardonner certains péchés du passé, je ne sais pas. Ouais. Mais moi, je suis aussi pour... Stephanie McMahon avait précisé, j'aimerais juste dire cette phrase, lors d'une conférence marketing l'année dernière où elle était présente. Elle a fait un grand speech sur la philanthropie, en disant que la philanthropie était le marketing. Voilà, la communication de l'avenir. De 2019-2020. Donc croyez-moi que si beaucoup de personnes parfois vous parlent d'œuvres caritatives, d'œuvres de charité, et nous on fait ci et nous on fait ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'un petit billet en fait, et voilà. Après je ne dis pas... En l'occurrence, là c'est pas le cas pour JBL, c'est pour ça que je précisais qu'il s'agit de choses en dehors de son côté statut WWE. C'est des petits posts où il est... C'est vrai, si on n'entend pas parler... Dans son quotidien, tu vois. C'est comme effectivement, si dans ton quartier tu aides dans des associations, donner des cours à des élèves, c'est pas quelque chose qu'il fait pour se gratifier, bien au contraire. Il a fait des choses pour un peu aussi se mettre en avant. Quand il essayait de gravir des montagnes pour amener de l'argent, là il le faisait de manière grandiloquente, il en parlait beaucoup pour amener le plus d'argent possible. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est plus dans ce cadre-là. C'est vraiment, il donne de son temps à lui, il demande à personne de participer financièrement ou quoi. C'est juste, pour... Parce que je pense qu'au fond de lui, malgré tout, c'est un mec bien, mais après, c'est ce que je disais souvent, je l'ai souvent dit à Booster, je l'ai souvent dit aussi à Tom, et maintenant je te le dis à toi aussi, mais pour être dans ce milieu-là, il faut être un peu dérangé à la base. Je n'ai jamais rencontré de personnes dans le monde du catch qui n'étaient pas un tout petit peu dérangées. Certains le sont beaucoup plus que d'autres.
Mais on est quand même dans un milieu où il faut avoir été un peu triste quand on était petit, ou être un peu foufou dans sa tête. Enfin voilà, je connais pas de gens 100% normaux qui font partie de notre milieu. C'est possible. Mais après, est-ce qu'il existe des gens 100% normaux? Ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est très vrai. Donc, pour terminer sur le sujet, il faut savoir que derrière, ça a mené un petit contrat à Blumini à la Voilà, en WWE. plus, oui, il a pu se faire engager, il a pu apparaître à la télévision. Oui, parce que clairement, la fédération a compris que ça ne se faisait pas, ce qu'a fait JBL. Oui. Donc, en fait, ils ont ramené Blumini et ils ont transformé ça en work shoot, comme on appelle ça à la WWE, c'est quand on utilise un vrai angle de la vie réelle, mais qu'au final, on l'amène devant l'écran. Donc, il y a une petite rivalité qui a duré quelques semaines avec Blumini qui est revenu avec la BWO. Le Blue World Order. Blue World Order. Et donc voilà, au final, il a même eu, je crois, sa victoire sur JBL. Et il y a eu un moment où il a pu lui mettre quelques coups de chaise, où il s'est lâché. Donc au final, il a eu sa petite vengeance avec un chèque. Et voilà, ah oui, que demande le peuple? Et il paraît que derrière les deux sont même plus ou moins réconciliés. Bah oui, parce que encore une fois, JBL est un mec, voilà, je l'ai jamais côtoyé plus que quelques ça heures. serait très drôle qu'un jour j'ai le droit de l'interviewer ou de le rencontrer parce que tu feras moins le malin, Non, mais ce serait intéressant de discuter, c'est vrai. Donc bon, on a fait une belle partie ECW. On va revenir maintenant un petit peu au moment marquant de l'année. Et on va passer directement à SummerSlam. Donc là, on saute quelques mois. Parce qu'il y a un Marc. Il y a un Marc. Bah, toi. Il y a... Facile. Il y a un match qui était marquant lors de SummerSlam 2005. Encore une fois, à cause d'un côté un petit peu spécial. C'est Shawn Michaels contre Hulk Hogan. D'ailleurs, c'était une belle rivalité. Encore une fois, une rivalité qu'on aurait pu penser ne pas voir. Ah bah, carrément. Donc, c'était spécial justement à ce moment-là. Est-ce que tu as des souvenirs de cette rivalité ? Oui, évidemment. Je me souviens quasiment de toute la rivalité. Là, on est en 2005, donc je crois qu'on faisait déjà... Non, de toute façon, c'était Caro. Mais on était vraiment là, on commençait à travailler tous les jours, le catch. Je crois que les DVD vont arriver bientôt début 2006. Donc je suis pas loin de déménager à Paris. Non, et je me souviens vraiment de cette rivalité. Shawn Michaels qui se foutait ouvertement de Hulk Hogan, puisqu'Hulk Hogan n'était pas trop présent. Il était déjà un peu part-timer de l'époque. Donc Shawn Michaels était là toutes les semaines, il faisait des sketchs, littéralement, où il jouait Hulk Hogan, il s'était grimé en Hulk Hogan, il faisait vraiment plus vieux que truc. Et il y avait cette phrase « I'll lay down for nobody ». Shawn Michaels qui répétait « Moi, je me couche pour personne, je ne perdrai pas ce match, Hulk Hogan veut le gagner ». Il y avait un peu un double discours. Le catch, à la fois, effectivement, c'est scripté, mais Shawn Michaels laissait entendre que non, il allait shooter parce qu'il ne voudrait pas perdre contre Hulk Hogan. Et comme tu dis, ça fait partie des matchs qu'on n'attendait jamais voir. Parce que, et je pense l'avoir dit, si on a commenté le DVD, mais je suis quasiment sûr qu'on a commenté le DVD, mais peut-être pas en 2005, mais moi d'avoir raconté, parce que je m'en souvenais, que cette rivalité, on pouvait limite la débuter en 1989 pour ce show exceptionnel dont je me souviens, et je vous bassinerai encore de longues années avec ce show, le Saturday Night Main Event, où Hulk Hogan et Macho Man affrontent Hakim et le Big Boss Man. Show durant lequel la Mega Powers explose. Donc Hulk Hogan se fait trahir par Macho Man pendant le match. Macho Man lui met une baffe légendaire dans le monde du catch, et rentre au vestiaire. Hulk Hogan, vous verrez que finalement les années passent, mais les choses sont toujours pareilles, détruit à lui tout seul Big Boss Man et Hakim, comme John Cena le ferait quelques années plus tard, ou d'autres. Voilà, aucun respect pour les Twin Towers, alors qu'ils sont à 3 avec en plus Slick à l'extérieur du ring, le manager. Ils essayent de le menotter, ça dure 2 minutes, et puis Hulk Hogan, au final, il les menotte eux, au lieu de se faire menotter lui. Tu vois, il joue avec, tout d'un coup on voit, eux ils croient l'avoir menotté, mais non. Il est bon ce Hogan. Il arrive à les battre, et là il rentre au vestiaire comme une furie. Et ça, je m'en souviens parce que quand j'étais gosse, et c'était la première fois qu'on voyait des catcheurs retourner au vestiaire et que la caméra continue à tourner. Et Hulk Hogan cherche Macho Man. Where's Macho? Where's Macho? Et il tombe sur Bret Hart, et il le tient comme ça, il le pousse, et après il tombe sur Shawn Michaels, et il le tient par le collet comme ça en lui disant Where's un Shawn Michaels tout jeune, qui fait partie des Rockers, qui n'est rien dans le monde de la WWE à ce moment-là, qui est la moitié d'une équipe, quoi, mais voilà, c'est pas un grand nom. Et il l'agresse comme ça, quoi. Et moi, je disais que voilà, Shawn Michaels a peut-être aussi gardé ça en tête, de quand il n'était rien, et Hulk Hogan le prenait pour un punching ball sous prétexte qu'il venait de se faire trahir par Macho Man, alors que Shawn Michaels n'avait rien à voir avec ça, quoi. Et finalement, bon voilà, le match a lieu, et Shawn Michaels perd quand même. J'espérais jusqu'au bout que Shawn Michaels batte Hulk Hogan. Shawn Michaels perd quand même, mais ce qui était vraiment marrant durant ce match, c'est que apparemment, il faut savoir qu'il y avait vraiment des tensions entre les deux catcheurs à ce moment-là en coulisses,
Et apparemment, ça vient d'Hogan, parce que Hogan n'a pas aimé justement les sketchs Oui. où Shawn Michaels s'est moqué de son son âge. Et je sais plus. Et non, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Il s'est moqué de ses cheveux, non? De ses cheveux. Exactement. Il Et paraît que dans le monde du catch, et jusque là, dans les années 2000, c'était un tabou. Vous n'aviez pas le droit de dire que Hulk Hogan était presque chauve. il supporte pas ça. Il accepte pas. Donc bon, après, c'est vrai qu'il a essayé de le cacher la plupart de sa vie avec Oui, un bandana, les etc. bandanas, ouais, ça lui allait bien. Donc, mais apparemment, mais c'est marrant parce que tu dis t'es quand même Hulk Hogan. Oui, après tant d'années, tu peux On- peut-être. Qu'est-ce que t'en as à faire que Et quelqu'un, limite, je veux dire, c'est ta trademark. Oui. On te reconnaît grâce à ce crâne. le monde entier, oui. Donc sois fier, je veux dire, au bout d'un moment, on n'essaye pas de le cacher avec des accessoires ou des casquettes comme d'autres, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc voilà, un petit peu bizarre, Hulk Hogan qui était vexé, Shawn Michaels qui ne voulait pas perdre, et du coup en fait on a le droit à un match où Shawn Michaels ne fait que survendre Ah oui. pendant tout le match. C'est vraiment drôle, regardez ce match, trouvez-le sur internet. Bah, sur le network, hein, n'hésitez Sur le pas, network. c'est facile. On a Hulk Hogan qui lui met un coup de la corde à linge, Shawn Michaels va tomber par terre et il va rouler 3 Il se relève comme s'il y avait Il se relève, il 3 retombe. magnitudes de 8 sur l'échelle de Richter. Il y a plusieurs secousses, quoi. Effectivement. Alors, C'était il en en avait mode, trop je fait. vais te donner ta victoire, mais en même temps, je vais un petit peu me moquer de toi. Oui, quoi. voilà, Ouais. t'es censé être le grand Hulk Hogan, bah, je vais montrer à tout le monde qu'effectivement t'es surpuissant et... Ouais, Puis Hulk Hogan exagère en plus, parce que je me rappelle un petit peu à la fin du match où donc il lui porte un big boot, et avant de lui porter sa descente de la cuisse, il attend 30 secondes, 40 secondes. Je veux dire, c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup mieux, je pense. je suis pas sûr, parce que Hulk Hogan était déjà plus dans une Ouais. forme réjouissante, et puis ça n'a jamais été le meilleur worker du monde. Hulk Hogan, on n'a jamais attendu de lui qu'il nous sorte des grands matchs. Lui, c'était plus le charisme, le big boot, descendre de la cuisse, et puis voilà, quoi. Au final, c'était marrant. Donc oui, voilà, on le garde en souvenir principalement grâce à Shawn Michaels. Donc bravo à lui quand même. Non, Même c'est si vrai. c'est pas forcément non plus bel esprit, comme diraient d'autres. Parce que C'est pas super pro. voilà, ouais, ça reste aussi une règle un peu bafouée du catch. Parce que t'es pas censé, même si tu veux être plus malin que ton adversaire, de le ridiculiser de cette manière. C'est pas. Disons qu'il y a que Shawn Michaels qui aurait pu se permettre de faire ça. Oui. Vu son ancienneté et le respect qu'il a quand même de la part de Vince McMahon, il n'y a pas grand monde qui peut aller faire ça dans un ring et repartir en coulisses en disant bon allez moi je rentre. Oui, voilà, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ça c'était le petit moment sur SummerSlam qui nous a marqué. Maintenant, ça va, tu vas. Pardon. Goldberg. Goldberg dans les vestiaires. Maintenant, on va passer à ce petit moment triste, mais que je voulais quand même citer parce que c'est un moment de l'histoire du catch et puis c'est un de mes catcheurs préférés. Je pense que c'est quelqu'un que tu adores aussi. Bien sûr. Donc, on va parler de Eddie Guerrero parce que en novembre 2005, malheureusement, dis-moi peut-être si tu te rappelles où est-ce que tu l'as appris, toi. Oui, ben, je t'en avais parlé effectivement en novembre 2005. Bah, d'ailleurs, on peut peut-être regarder où nous étions. Parce que la veille, nous catchions avec la ICWA. Donc, il est décédé le 13 novembre, peut-être. C'est possible, attends, je vais regarder. On est au mois de novembre 2005. Et moi, le 12 novembre 2005, je suis à Céry-Fontaine, en France, une petite ville française, pour commenter un show de la ICWA. Un show tout de même dans le main event duquel vous retrouvez Vampiro. Vampiro de la WCW. Je crois qu'à l'époque, c'était vraiment le plus gros catcheur qu'on avait fait venir à la ICWA. On avait quand même Vampiro qui était devenu une légende au Mexique avant d'être recruté par la WCW, puis de devenir un grand nom des années 90 à la WCW. Après, c'est vrai que si on regarde ses matchs à la WCW, c'est pas la grande joie. C'est sa gimmick, lui. En fait, c'est sa gimmick qui avait super bien marché, quoi. Oui, le côté vampire. Mais c'était pas le vampire comme Gangrel, c'était Non, différent. C'était C'était Vampiro. un côté dark, gothique Ouais. assez particulier. Derrière, après, mais Vampiro, après, il a eu de la chance aussi. Il avait son petit entourage. À un moment, il y avait les Insane Clown Posse. Mhm. Après, il a eu Great Muta. Oui. Il a formé un petit clan avec Great Muta. Mais c'est bizarre, il y a quelque chose avec ce personnage qui fonctionne. Qui fait que quand t'es jeune, moi j'étais jeune à l'époque, je trouvais que c'était intéressant que de le regarder. Il y a, Ouais. il y a quelque chose, quoi. Et on le surnommait d'ailleurs El Vampiro Canadien, parce que au Mexique, il précisait que c'était le vampire canadien. Mhm. Et donc on l'a fait venir ce 12 novembre 2005, quand même, c'est ouf quoi, ça fait donc presque 15 ans, à Céry-Fontaine, 400 personnes environ pour voir Vampiro, dont un certain Nadir Mohamedi, que vous connaissez certainement, qui était au premier rang avec sa maman pour voir ce show historique. Et bon, là dans un souvenir un petit peu plus joyeux,
Vampiro, on l'accueille, on est dans les vestiaires avec lui. Bon, c'est une grosse star quand même pour nous à l'époque. Et puis c'est vrai que dans le monde du catch, ça reste une grosse star. Donc on est aux petits soins, on est là, vous avez besoin de quelque chose et tout. Donc on lui parle du main event. Il a affronté Mikhail Kovac, qui est un grand catcheur européen, dont on a déjà parlé, qui avait tourné un petit peu aux États-Unis avant de revenir en Europe et d'être vraiment l'un des catcheurs qu'on le voyait le plus sur le circuit européen à cette époque-là. Le circuit anglais, j'en parle pas trop parce que je connaissais pas du tout, mais moi je vous parle du circuit Pays-Bas, Suisse, Allemagne. Alors je fais comme ça, mais ça n'a aucun sens au niveau de la géographie. Mais voilà, il y a eu beaucoup de catcheurs qui tournaient à ce moment-là, et Michael Kovac était parmi les principaux. Donc on le fait affronter Vampiro parce qu'on sait qu'on voilà, on a affaire à deux professionnels, donc ça va bien se passer. C'est un Falls Count Anywhere, et je me souviens, Vampiro à la fin il dit ça serait une bonne idée qu'à la fin je tabasse tout le monde. I'd like to kick everybody's ass. Et donc il dit bon, l'arbitre, je vais te mettre un coup dans l'abdomen. Et announcer, bolts. Alors, pour le traduire littéralement, excusez-moi pour les jeunes qui nous écoutent, mais il vient de me dire commentateur, couille. Ok. Et moi, comme un con, en plus j'avais à peine 25 ans. Bon, c'est déjà vieux pour beaucoup, mais bon, moi, comme je suis un enfant encore aujourd'hui, à 25 ans, j'étais encore plus un enfant. J'avais 10 ans, comme Ali, aujourd'hui d'ailleurs. Et je lui fais d'accord, mais attention, parce que moi, au moment du bac, je me suis fait opérer à la cheville. Donc si tu peux faire gaffe. Yeah, no problem, no, sure, man. Il n'en avait rien à foutre. Bah évidemment, je veux dire, le mec a catché dans le monde entier, il se tapait des matchs hardcore avec je ne sais pas qui, et moi je lui fais chier parce que j'ai une petite vieille blessure à la cheville que j'ai peur que Vampiro m'éclate. Et finalement le match a lieu, puis à la fin il met un coup de pied dans les couilles, excusez-moi encore l'expression, et c'est l'une des 2 fois où voilà, j'ai participé physiquement à un show de catch, et donc j'ai dû vendre un coup de pied, j'étais comme ça pendant tout le truc, et puis après Vampiro était parti, l'arbitre était tout seul dans le ring, a continué à vendre. Et puis il y a un mec du public qui dit c'est bon, tu peux te lever, ils sont tous partis. C'est fini. Et moi j'ai continué à vendre quand même parce que merde, un coup de pied dans les couilles de Vampiro, normalement t'es censé te sentir passer quoi. Que tu n'as pas senti, Non. Il a très bien fait. Hein, ouais, j'ai absolument rien senti. Il a tapé dans la cuisse, ça a fait beaucoup de bruit. Un vrai pro. Mais j'ai rien senti. Et donc ce show se termine. J'étais avec Colby, un autre de nos auditeurs qui je crois a déjà répondu sur l'une des vidéos de la cloche. Je ne me souviens plus de ton nom, mais je crois qu'on était 4 dans la voiture, en plus du conducteur. Et le conducteur avait une voiture dont l'aiguille qui montre la vitesse était pétée. Donc ce qui fait qu'il ne savait pas du tout à quelle vitesse il roulait. Et à un moment, on est sur l'autoroute, il est 4h du mat', parce que voilà, on est à Série-Fontaine. Il me semble que ça doit être au nord de la région parisienne, je crois. Et on était en train de rouler, on devait retourner avec Colby peut-être sur Strasbourg, pour le lendemain repartir en voiture avec Naniwa, dès le lendemain matin, pour aller voir un show VXV avec Kenta Kobashi. Donc on fait la route, et au milieu de la route, en plus je me souviens, je lui dis, il y a un tournant, il y a une chicane, et je dis, tu vas pas un peu vite là? Ah non, c'est... Oh, et la caisse part tout droit, on monte sur le truc au centre de la route, là, comment on appelle ça, la glissière de sécurité, là en l'occurrence la glissière d'accident. Et la caisse manque de se retourner, elle est complètement détruite. On a celui qui était à la place du mort, comme on l'appelle, qui est cette 4e personne dont malheureusement j'ai oublié le nom, désolé. Est mort. Tu nous écoutes. Non, mais il dormait. Et pendant 2 heures après, même toute la nuit, parce qu'après on a dû faire venir une dépanneuse, Ouais. on a dû dormir dans un hôtel totalement improvisé, puis après on est remonté dans le nord le lendemain matin pour faire la route avec Booster et Boula pour aller au show VXV. Mais toute la nuit, oh j'ai vu la mort arriver, oh j'ai vu la mort arriver. Et le lendemain on racontait ça à Booster et Boula je crois qu'elle a failli se faire pipi dessus tellement elle rigolait parce que il nous a tellement saoulés. Oh j'ai vu la mort, oh j'ai vu la mort. Non mais tu te rends compte, j'ai vu la mort arriver. Mais nous aussi on était dans la caisse, nous on était réveillés, on l'a vu arriver encore plus vite toi la mort. Mais bon voilà, et donc on s'est retrouvés dans cette chambre d'hôtel, on a dormi, on a abandonné le pauvre garçon, un Alsacien, mais voilà j'ai oublié son nom. Encore, toi aussi, désolé. On l'a abandonné avec sa caisse et son pote à l'hôtel. Et nous, on est remonté en train dans le nord pour retrouver Booster et Boula qui nous ont amenés en Allemagne. C'était encore 500 km de route, du nord jusqu'à l'Allemagne. Pour aller voir ce show de la VXV avec Kenta Kobashi, donc la légende du catch japonais, contre Ares. Je crois qu'il y avait aussi, si je ne me trompe pas, à ce show-là, Loki. Qui était quand même aussi déjà une grosse référence du circuit indépendant, et c'était quand même classe d'aller le voir. D'ailleurs, je me souviens que Colby
était allé le voir dans les vestiaires, il était impressionné qu'il avait une voix, Colby, il a une voix, pas Colby, pardon, Loki, le célèbre catcheur du circuit indépendant, a une voix, il est tout petit, Bien tout sûr. mince, mais il a une voix d'homme, comme ça. Et Ouais. je crois que Colby avait eu le droit d'entrer dans le truc VIP, parce qu'il était arbitre, puis peut-être déjà catcheur à l'époque, donc il l'avait laissé rentrer, quoi. Moi, commentateur de catch, tout le monde s'en foutait. J'ai eu quand même droit au petit carré VIP de la VXV à la descente de l'escalier de leur salle, je sais pas si c'est encore aujourd'hui la même, où ils gardaient un petit carré comme ça, proche du ring, mais pas totalement contre le ring, où tu avais donc un peu plus de place pour profiter du show, parce que si t'es contre le ring à la VXV, tout le monde Bien se sûr. sert. Et donc, c'est malheureusement en arrivant en Allemagne, dans la file d'attente, parce qu'à l'époque, il faut comprendre que les téléphones portables, on en avait déjà, me semble-t-il, je suis même pas sûr. Si, quand même, mon premier, Oui, je l'ai eu en je pense, 98, donc oui, 2005, on en avait déjà, mais il n'y avait pas Internet. Vous pouviez que téléphoner avec vos Bien téléphones sûr. portables. Donc, vous ne saviez pas, puis il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook existait, mais vous ne pouvez pas aller sur ton téléphone, donc on ne savait pas. Et c'est là que le mot commence à passer d'une personne à une autre jusqu'à ce que ça arrive à nous. Ouais, écoutez les gars, hier soir, Eddie Guerrero est retrouvé mort et il est décédé, quoi. Et c'est comme ça qu'on a appris dans la file d'attente de la VXV qu'Eddie était décédé. Et bon, c'est une anecdote à la con, mais voilà, on s'est dit sur le moment, on a failli mourir le même jour qu'Eddie Guerrero, quoi. Parce que certes, l'accident de voiture que nous on a eu n'était pas... voilà, il n'y a pas eu de blessés, la voiture était quand même dans un sale état, mais on n'a pas été blessé gravement ou quoi, mais ça aurait pu malheureusement encore plus mal finir. Et donc voilà, je m'en souviendrai donc toute ma vie dans cette file d'attente, le fait tout d'un coup, cette rumeur qui se propage est arrive, et voilà, Eddie Guerrero est décédé, et tous les fans de catch qui sont heureux d'aller voir un show avec Kenta Kobashi quand même, qui est une légende du catch japonais, fait partie des catcheurs que jamais tu t'aurais imaginé voir dans ta vie en direct, encore moins à la VXV, qui sont quand même s'ils ont réussi à grandir la VXV, et félicitations à eux, superbe équipe, mais c'est une petite salle, tu vois, c'est pas une grande fédération, et de te dire que tu vas voir Kenta Kobashi, t'es quand même heureux, et en même temps, tu te dis, voilà, on a perdu un des plus grands, un de ceux qu'on préférait, surtout moi, et d'ailleurs Ishtu, Colby ou autres, on était tous fans des Cruiserweight. Donc Eddie Guerrero, voilà, on l'a apprécié dès les matchs de la ECW à la WCW, l'explosion à la WWE dont on a déjà parlé. Donc c'est vrai que c'était un choc assez terrible. Totalement inattendu parce que c'est Ouais. pas comme s'il était malade ou quoi que ce soit. On savait qu'il avait des problèmes d'addiction, mais à ce moment-là, il s'était repris en main. Oui, c'est ça ce qui est fou souvent dans le destin des gens. C'est Quand tout souvent va des mieux. gens ont une vie folle avec beaucoup d'excès. Et puis le jour où ils arrivent un petit peu à calmer le jeu, à retrouver une certaine joie de vivre aussi, parce que c'est ça, c'est pas le tout d'arrêter de boire ou d'arrêter de prendre des choses, mais de retourner sa vie et de pouvoir être heureux et joyeux sans utiliser de substances. Et on se dit, ça y est, ça roule. Il avait connu son titre de champion qui s'était un peu mal passé parce qu'il le prenait personnellement. Le fait que les house shows étaient moins bons quand il était champion, que les audiences n'étaient pas forcément très très bonnes quand il était champion. Et ça se sait qu'il l'avait mal pris, quoi, qu'il se sentait responsable, que pour lui c'était un demi-échec. Donc ça a peut-être contribué un petit peu, mais voilà, il a fait un arrêt cardiaque, me semble-t-il. Son cœur a explosé, manière de parler, parce que visiblement il souffrait d'une déficience cardiaque depuis toujours. Un peu comme, il me semble, Lilian Thuram, par exemple, le joueur de foot célèbre pour les anciens, qui a fait une carrière exceptionnelle. Et puis ils ont il détecté signe, à la fin de sa carrière. voilà, il signe au PSG, si je ne me trompe pas. Oui, Il revient de la exactement, ouais. Juve, il signe au Exactement. PSG, et puis le PSG lui dit, écoute mec, t'as un problème au cœur. Il faut arrêter tout de suite. Et c'est une époque d'ailleurs où il y a eu Marc-Vivien Fauet aussi, Qui est mort sur le terrain, voilà. De la même manière. Un entraînement. Ah oui, bon. Je sais plus si c'était un match ou un Ah, entraînement, mais c'était sur le qu'importe, terrain, mais ouais. c'est une époque où on commençait à découvrir effectivement que tu pouvais vivre normalement avec un problème très grave qui, un peu comme une rupture d'anévrisme, peut te coûter la vie sans prévenir, quoi. Bon, après, nous, on n'est pas médecins, c'est peut-être l'évolution de la médecine aussi. C'est Oui. peut-être qu'on détecte de plus en plus de choses avec le temps. Oui, on recherche aussi plus de choses. C'est ça. Mais juste pour. On va pas en parler pendant. 20 c'est-à-dire minutes, que... il n'y a pas grand chose à dire. Bah non, quelqu'un décède, il décède, quoi, La malheureusement. petite image qui est vraiment marquante pour moi, c'est donc à Raw. Parce qu'il y a un Raw hommage à Eddie Guerrero Ouais. qui démarre avec tous les catcheurs qui sont donc sur l'entrée. Et vous pouvez voir une grande partie du roster en larmes, en train de pleurer. Et au premier rang, parmi ces catcheurs, en fait, vous avez donc les meilleurs amis de Eddie Guerrero côte à côte, qui sont Rey Mysterio,
Chris Benoit et bien entendu Chavo Guerrero. Chavo Guerrero, à ce moment-là, il faut le savoir pour la petite anecdote, la WWE lui avait fait changer de gimmick. Il s'appelait Kevin White. Ouais. Il avait une espèce de gimmick de bon américain. Ouais, de golfeur, un petit peu, voilà. enfin de la haute société qui... Le latino qui souhaite un petit peu d'un coup devenir le bon américain un peu classe. Oui, c'était ça. oublier ses origines latines pour jouer un peu au blanc, hein, comme on dirait aux États-Unis, white quoi. Ouais. Kearney White d'ailleurs, ils lui ont donné ce... Et beaucoup de personnes sont moquées de cette gimmick à cette période. Ils disaient que ça ne collait pas du tout à Chavo Guerrero. Ouais. Ce qui fait que dès qu'il y a eu le décès de Eddie Guerrero, Chavo Guerrero a repris son nom. Et d'autant que le drame étant que c'est Chavo qui va dans toquer à la porte, chambre d'hôtel ouais. et qui découvre son tonton décédé quoi. Et la petite seule image, moi je vous avoue que quand je regarde ce genre de scène, j'ai toujours beaucoup de mal. Ça me fait très mal de voir des gens Oui. en fait qui souffrent. C'est quelque chose, ça touche quoi. Mais si jamais vous voulez regarder cette scène, regardez juste Chris Benoit en fait. Chris Benoit pendant tout le speech de Vince McMahon, qui est il est au bout du monde. Et ça se voit qu'il vient de perdre son meilleur ami, que clairement dans sa tête il se dit que cette personne ne méritait pas ça. Et vous avez Chris Benoit qui arrête pas de pleurer pendant tout le speech Oui, de mais... Eddie Guerrero. Mais vraiment. Quentin, bon pour l'instant on est encore à peu près jeune, donc on touche du bois le plus tard possible, mais quand tu perds un ami de 20 ans, effectivement c'est horrible. Vince McMahon fait un petit speech, il fait sonner la cloche et il termine avec un Viva la Razza. Et c'est vrai que moi ça m'avait vraiment touché parce que c'était un bel hommage à ce catcheur qui méritait tellement de belles choses. Mais comme tu l'as dit, en parlant de catcheurs qui perdent un petit peu leurs entourages, hier je pensais encore une fois à Bret Hart et je me dis aujourd'hui t'es Bret Hart et tu te retournes et tu penses à ton frère Owen Hart, à British Bulldog, pour Bret Hart, à tout Jim s'arrête. Neidhart. Pour Bret Hart, tout s'arrête à ECW, à In Your House Canadian Stampede, Ouais. où la Ils sont famille encore au Hart top, ouais. est au sommet. C'est un des plus grands shows, pareil. Network, In Your House Canadian Stampede 98, me semble-t-il, avec t'as un Gret Sasky contre le... Comment il s'appelle? Le catcheur qui finalement va rester à la WWE, qui était tout jeune. Takami Shinoku, Gret Sasky à Canadian Stampede. Et puis tu as ce match final, effectivement. Et puis la famille Hart est au sommet du monde. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu le cercle vicieux. Ouais. Quoi. Ouais, voilà, c'est parti en vrille totale. Bret Hart qui quitte la WWE, Owen qui décède, le British Bulldog. Enfin voilà. Bret Hart a tous ses meilleurs amis, quoi. Tous ses meilleurs amis, malheureusement. Oui, Brian Pillman. Brian Pillman par la suite aussi. En 97 avant Bad Blood. La Foundation, ouais, non, c'est un petit peu le même cas, c'était compliqué. Mais on est dans une période aussi. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus chanceux, et pas que vous d'ailleurs, mais les personnes concernées. Mais là, on est quand même dans une période où il y avait beaucoup de superstars qui décédaient. Pas forcément des catcheurs sous contrat WWE, mais entre fin 90, donc 97 environ, et 2005-6, il y a énormément de catcheurs qui vont décéder d'overdose, même des suicides. Malheureusement, Mike Awesome, dont on parlait tout à l'heure, malheureusement, s'est suicidé. Et Eddie Guerrero, voilà, était un de plus, mais un gros nom, quoi. Ouais, non, ça fait vraiment mal. Mais du coup, la WWE a vraiment voulu faire en sorte de, rendre hommage à la carrière de Eddie Guerrero par la suite. Donc même si c'est pas vraiment Eddie Guerrero qu'on a mis en avant, à ce moment-là, c'est Rey Mysterio qui a été choisi, on va dire, pour rendre hommage à Eddie Guerrero. Donc Rey Mysterio a reçu un énorme push qui s'est traduit par une victoire lors du Royal Rumble 2006. Tout à fait, avec 7 heures et quelques de survie dans le Royal Rumble, qui était le record. Est-ce que ça l'est encore? Non, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, si je commentais le Rumble dans quelques semaines, je n'aurais plus de doute parce que j'aurais travaillé et je l'aurais noté quelque part. Mais maintenant, j'ai plus besoin de bosser pour les pay-per-view. Tu devrais y aller quand même. Ah bah non, cette année je me le fais entre potes, hein, avec qui je touche. Non, mais te poser à une table de commentateurs. Là-bas, tu veux dire, genre, mais je suis pas au courant que... Bon, en tout cas, voilà, un match exceptionnel de Rey Mysterio qui finit par gagner le Rumble et qui ensuite va aller à WrestleMania pour gagner le titre, quoi. Ouais, donc voilà. Rey Mysterio a pu... J'ai pas envie de dire profiter parce qu'il n'a pas profité du décès de Eddie Guerrero, mais on va dire que ça a mené à une autre page dans la carrière de Rey Mysterio. Oui. Qui ne serait peut-être pas arrivé. Certainement pas. Certainement pas, sans le décès d'Eddie Guerrero. Et donc on va terminer justement en faisant un petit point sur WrestleMania 22. Comme d'habitude, on termine avec le WrestleMania de l'année. C'est pas vrai, d'habitude on termine avec la ICWA, donc il raconte n'importe quoi. On fera aussi un petit point ICWA comme d'habitude, parce que je crois que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent justement au catch français. J'ai pu voir des messages dans les commentaires de personnes qui demandaient si on avait des contacts d'école, par exemple à travers la France, pour pouvoir les aider. Mais je veux dire...
moi, j'ai pas appris le catch, j'ai jamais été dans des écoles de catch, donc malheureusement, je Ouais, suis non pas. plus. Oui, voilà. C'est pas. Enfin, j'ai été dans des écoles de catch, mais pas pour l'apprendre, mais pour participer aussi parfois à l'enseignement des jeunes élèves. Non pas évidemment du côté athlétique, hein, mais plus le côté micro, parfois aussi psychologie des matchs, réfléchir, les détails. Moi, j'étais toujours sur les détails. Ah, tu donnais des petits cours aux Je élèves? donnais pas des cours, non, je pourrais pas dire ça. J'ai fait un stage avec Booster il y a quelques années, avec quelques jeunes catcheurs, dont MBM, notre ami belge, très talentueux. Mais je ne l'ai fait qu'une fois. Et c'est vrai que je me sens pas très légitime. J'aimerais bien le faire, mais voilà, je suis pas catcheur. Je sais que je peux apprendre des choses à des gens autour du catch, évidemment, mais voilà, je me sens pas aussi légitime qu'un vrai catcheur, qu'un booster qui a entraîné beaucoup de jeunes catcheurs et qui ont fait des belles petites carrières après, quoi. Donc, un petit point sur WrestleMania 22. Honnêtement, encore une fois, c'est pas un des WrestleMania qui m'a le plus marqué personnellement. Non, bah, je suis à peu près pareil. C'est vrai que je l'ai commenté en DVD, hein, ça je n'ai quasiment aucun doute là-dessus. Mais voilà, oui, bah, l'Undertaker qui bat Mark Henry dans un match du cercueil. Bon, je me souviens du match, je savais même plus que c'était un match du cercueil, mais c'est vrai que le cercueil était gigantesque. T'as quand même Mickey James, Trish Stratus qui devait être pas si mal en match féminin. Le Boogeyman qui bat Booker T et Charmel dans un match handicap, bon ça voilà. Ouais, JBL, Chris Benoit pour le titre US. Le plus gros match de cette carte, moi, qui me saute aux yeux, c'est Edge contre Mick Foley, le match hardcore. Oui, Parce que ce match est un match dont je me rappelle vraiment. Edge, à ce moment-là, qui est au sommet de son art avec Lita, où ils sont vraiment un petit peu détestables. La Foley qui sortait de sa retraite. Et là, on a le droit à un match hardcore, un vrai match hardcore. Oui, et puis la première fois qu'il y a des flammes Ouais. à la WWE, ça s'était jamais vu. À l'époque, c'était que C'était jamais vu à l'époque? à la WWE, non. Ok. Ça s'était vu, ça se voyait au Japon. Au Japon, la FMW et d'autres fédérations avaient des stipulations. Il y avait même des matchs avec des piranhas autour du ring. Si vous tombiez dans un bac à piranhas. Mais je Oh. crois que j'en ai parlé récemment dans une de mes C'est- vidéos où j'ai fait le top des matchs hardcore du Japon. Mais il y avait les Piranha Deathmatch, Les matchs à explosion, bien les sûr. matchs à explosion, les cordes en feu, qui avaient Ouais. mené à un match très grave où tous les catcheurs avaient dû sortir du ring. Parce que ça brûlait trop. Exactement. Oui. Ouais, et puis les matchs à explosion que la ECW avait longtemps essayé de faire venir aux États-Unis. Ils avaient un accord avec Atsushi Onita pour faire venir. Enfin, il y avait une demande autour de ce match à explosion, mais ils n'ont jamais réussi à l'organiser. Et bah, c'est vrai que de toute façon, c'est pas si impressionnant que ça. On était impressionnés à l'époque, mais j'ai du mal à comprendre aujourd'hui comment le jeune que j'étais à l'époque pouvait apprécier ce genre de choses. Mais bon, on aimait bien. Et donc, effectivement, là, il y a des flammes. Et puis, c'est le match, comme avec Randy Orton, c'est le match étape. Edge gagne ce match, montre à tout le monde que c'est un dur à cuire, qu'il peut passer à travers une table enflammée. Image qui est d'ailleurs utilisée, me semble, tous les jours dans Quotidien. Dans Mardi Transpi ou Lundi Canap. Oui, dans les Enfin, jingles, parfois, il y a une de petite Tommy image Super, de catch, ouais. je crois qu'ils mettent cette image. Tommy Super qui, je crois, aime bien le catch. Il s'en moque régulièrement, mais je crois que c'est aussi parce qu'il aime bien. Donc on l'embrasse hein, s'il nous suit. Et donc voilà, c'était le match où on a solidifié Edge pour de bon, quoi. Il a survécu à un match hardcore en plus avec cette table en feu, quoi. Moi, ce spear à travers la table en feu C'était sur génial. Mick Foley, je sais pas si c'était Si, génial. c'était génial. Quand je vous dis qu'on peut pas être normal et être fan de catch, qui dans le reste de l'humanité aller voir un ami, un cousin qui ne regarde pas le catch et demande-lui si un mec qui passe à travers une table en feu c'est génial. Pour nous, oui, mais dans la vie normale, non. Enfin, Au final, c'est une cascade. Tu vois ce que je veux dire? C'est une oui, mais en direct et puis Donc, qui comme a un on aime sens. regarder des cascades ou des choses un Moi petit j'aimais peu l'homme qui tombe à impressionnantes. pic. Je suis l'homme qui tombe à pic. Donc là, non, vraiment, on voit Edge qui fait ce spear, Mick Foley qui tombe. On peut même voir que la chemise de Mick Foley prend un petit peu feu une fois qu'il se retourne. Je veux dire, là, je peux même pas imaginer en fait ce que c'est que de passer à travers une table en feu. Parce que... Mais même passer à travers une table, hein. Moi je suis jamais passé à travers C'est une vrai, table. rien que passer à travers Je une suis table. passé à travers une chaise. Elle est peut-être un peu dure celle-là, on va pas essayer tout de suite. Mais t'es passé à travers une chaise? Oui, c'est Albert, quand il était dans les Funkasaurus avec Oui, Brodus Clay. Brodus Clay, il s'appelait comment à l'époque? Tensai. Tensai, voilà, Tensai qui à Bercy. Alors l'histoire en entier, c'est en fait il y a un match avec les Funkasaurus contre je ne sais plus qui à Bercy et autour du ring des Funkasaurus il y avait Naomi notamment qui est toujours à la WWE et Cameron Oui. qui n'y est plus et bon moi je trouve Naomi très jolie et j'étais assis au bord du ring à côté je crois que c'était Liliane Garcia mais je suis plus sûr, je crois que c'était un garçon mais c'était pas encore Mike Rom, c'était pas Greg Hamilton.
Mais j'étais au bord du ring parce qu'on venait de faire gagner des fans, monsieur l'arbitre était là aussi, et on était assis au bord du ring. Et Naomi passe à côté de moi, et évidemment, je suis un garçon, excusez-moi, et donc je regarde ses fesses. Elle passe à côté de moi, je regarde ses fesses. Et je lève la tête, et là, je vois Tensai, qui est au bord du ring en attendant le tag, qui me regarde. Et il me fait genre... Parce que c'est vrai que mon regard était un peu soutenu. Bah, après, il faut dire que Naomi est quand même très jolie, elle a un magnifique corps, et puis en plus, cette année, j'ai pu découvrir que c'était une femme aussi gentille qu'elle est belle, elle est vraiment incroyable. Mais donc voilà, j'ai regardé ses fesses, et Tensai, il prend le tag, il se fait projeter dans les cordes, et j'imagine que c'est fait exprès, quoi, qu'il me l'a fait payer direct. Il y a une esquive, il tombe à l'extérieur du ring, et il fait semblant de perdre l'équilibre, et il tombe sur moi. Et moi, il me tombe dessus, la chaise, elle explose, quoi. Et je n'ai rien senti pour le coup. Par contre, c'est vrai, rien, mais rien. Le mec fait, 120 kilos, quoi. Je n'ai absolument rien senti. À tel point, autant avec Vampiro, je pense à vendre mes parties intimes, autant là, je suis tellement surpris d'avoir rien senti que je commence à me relever. Et le mec, je sais plus, c'était Justin Roberts, qui me dit, oui, serre, vends, espèce de gland, quoi. Tu viens de te prendre 120 kilos dans la gueule, tu vas pas te relever et faire comme ça, quoi. Donc, ah oui, putain, pardon, et voilà, et là je pense à... Parce que j'étais surpris de rien sentir, c'est ouf, quoi. Mais il me l'a fait payer direct, quoi. Et je pense que c'était fait exprès. Bah oui, mais après, comme dit, ça, c'est un réflexe masculin, je veux dire, c'est pas méchant. Oui, c'était pas... voilà, petit aparté, pardon à toutes ces filles qui se font regarder les fesses par des connards comme moi. En tout cas, Mick Foley qui a fait le taf donc contre Edge, et on en avait parlé lors du dernier épisode, il avait fait la même chose pour Randy Orton l'année auparavant. Donc c'est ce que j'aime beaucoup chez Mick Foley, c'est que quand il est parti, à chaque fois qu'il revenait, c'était pour rendre aux autres catcheurs. C'était jamais vraiment pour se mettre en avant lui-même, quoi. C'est vrai. C'est la tradition un peu Terry Funkesque. Terry Funk, qui était l'un des mentors de Mick Foley, ils se sont affrontés justement dans des matchs à explosion au Japon. Et Terry Funk, c'était un peu pareil. Il est allé à la ECW pour permettre à la ECW de grandir, d'avoir... il était un peu le catcheur mythique parmi tous ces jeunes renégats qui n'avaient aucune carrière. Et voilà, il a fait grandir Shane Douglas, il a fait grandir Raven, à qui il prend le titre à Bar-Legal. Mm-hmm. Et il l'a fait à la WWE avec les New Age Outlaws, où il y a ce légendaire match de la poubelle. Enfin, plutôt une benne en l'occurrence, où ils se font balancer du haut du stage. Enfin voilà, et Mick Foley, effectivement, c'est un peu cette même veine. C'est comme ça que le catch marchait avant. À l'époque, les anciens, au bout d'un moment, ils étaient plus réguliers. Ça a été le cas avec... le grand Bruno Sammartino, qui lui aussi a mis over Larry Zbyszko dans un match en cage. C'est comme ça que Larry Zbyszko après s'est fait appeler The Living Legend. Larry Zbyszko, c'était d'abord le surnom de Bruno Sammartino, et ensuite il apparaissait de moins en moins, mais il offrait des victoires à des catcheurs un peu plus jeunes, quoi. Et Mick Foley a suivi cette tradition. Une feud que je n'ai jamais pu voir, alors là on parle dans de vieux souvenirs, je sais pas si toi tu as pu voir, mais tout le monde connaît Ric Flair comme étant le Nature Boy. Oui, non, je n'ai jamais vu Ric Flair contre Buddy Rogers. D'accord, parce que justement, comme il vient de le citer par rapport à la Living Legend, Ric Flair, il faut savoir que lui-même, le Nature Boy et le Figure 4, il l'a pris à un autre catcheur qui s'appelle Buddy Rogers, qui était le premier Nature Boy. Qui était comme lui, blond, peroxydé. Et dont le finish était le Figure 4. Et qui n'avait pas tout, forcément, il n'avait pas, par exemple, la façon de marcher. Oui, non, après Ric Flair a fait évoluer sa gimmick, oui. Il n'a pas tout juste chouré, il a adapté. Mais c'était la bataille des Nature Boy à la base. Et Buddy Rogers était à la retraite, et il est sorti de sa retraite justement pour affronter Ric Flair. Et lui donner la victoire. Genre écoute, je reviens, mais juste pour te passer le flambeau. Donc clairement, à l'époque, ça se faisait beaucoup plus. Terminé juste pour, comme tu viens de citer, Terry Funk et Cactus Jack, enfin Mick Foley. On a cité les Exploding Match. Il y a un grand match justement entre Terry Funk et Mick Foley au Japon, qui est un Exploding Match, ou un C4 Board Exploding Match, où pendant le match, en fait, vous avez des plaques, où derrière, vous avez du C4, littéralement du C4, et pendant ce match, Terry Funk et Mick Foley se jettent plusieurs fois sur ces plaques, et honnêtement, autant les explosions de ring sont pas très impressionnantes, parce que ça fait pas mal aux catcheurs,
Mais par contre, quand Quand ils tombent à l'extérieur, non, c'est des petits rectangles il y en a posés même par terre. il y en a même une ou deux qui mènent dans le ring Dans le ring, directement. Mais ouais, là, c'est du C4 qui explose au contact de leur corps. Oui, et puis bon, j'ai lu les 2 bouquins là pour une fois. D'habitude, je dis toujours non, j'ai pas lu ce livre. Là, j'ai lu celui de Terry Funk et le premier de Mick Foley, ou les 2 premiers. Mais effectivement, il les cite ces matchs-là comme des matchs complètement stupides où je pense qu'il ne le ferait plus aujourd'hui. Pour $100 ou $200, je crois qu'il bah allait oui. faire ça, quoi, tu vois. Et ouais, il explique que quand il prend l'avion pour rentrer aux États-Unis, il sent le cramer et il perd une partie de sa peau. Et donc il arrive en fait chez lui et à ce moment-là, sa femme vient le voir et elle dit mais ça sent bizarre ici. Et il ose pas le dire et au bout de quelques minutes, il fait écoute chérie, en fait c'est moi. Et là, il enlève son t-shirt et il montre que voilà, il perd sa peau totalement suite à ce match. Donc bon, ce que Mick Foley a fait pour le monde du catch, je pense qu'on peut même pas l'imaginer. Oui, après, on s'en serait peut-être passé aussi avec le recul. Hein. Quand j'étais jeune, j'adorais, mais bon, on n'avait peut-être pas besoin de passer par les matchs explosion pour arriver au catch qu'on a aimé plus tard, quoi. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est là où ça l'a mené. Il a dû faire tout ça avant de devenir Mankind. Oui, oui, et ça, c'est le genre de choses, de toute façon, ça fait aussi partie des parcours de vie. C'est ce que disent souvent aussi les Américains. On est la personne qu'on est aujourd'hui parce qu'on a fait tout ce qu'on a fait avant, bien ou mal. Donc il ne faut pas regretter ce qu'on a fait de mal parce que finalement, ça nous a fait devenir ce qu'on est aujourd'hui. Bon, et c'est pour ça que je pense que personne peut se moquer de Mick Foley quand il sort la chaussette et qu'il fait Socko. Sauf lui-même, parce que lui-même regrette de n'être presque plus connu que pour ça. Il l'a souvent dit que ça l'attriste d'être connu pour cette chaussette, alors qu'il a donné toute sa vie avant, quoi. C'est vrai, mais c'est marrant parce que les matchs où il a pris le plus de risques ont dû être vus par quelques centaines de milliers ou quelques milliers de personnes à l'époque. Mais par la suite, il a été connu, comme on l'a dit, surtout grâce au gimmick. Mais au moins, il a pu un petit peu se reposer une fois qu'il était à la WWE. Ah oui, bien même sûr. s'il prenait souvent d'énormes bumps durant les matchs quand même. Oui, mais à une certaine période, il a un peu arrêté. Justement, au moment où Mr. Socko est arrivé, son catch est devenu beaucoup moins dangereux, à part quelques matchs comme celui-ci ou avec Randy Orton. Voilà. Donc écoute, je pense qu'on a terminé sur la période WWE et qu'on va repasser à la ICWA la semaine prochaine. Parce que là, on est déjà à 1h15. Très bien. Donc, on va faire une petite pause ICWA cette semaine. Non, mais on en a aussi un petit peu parlé avec Vampiro et mon coup dans les parties, ma presque mort. Je vais essayer de vous décrire une presque mort dans chaque épisode. L'épisode dernier, on a voulu me tuer pendant un show de catch. L'épisode un peu avant, on m'a pointé un pistolet à Carcassonne. Et il en reste beaucoup des presque morts Je pense pas. Après, s'il faut, on en trouvera des nouvelles. Hein. Non, oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes, mais on remettra ta vie en danger. Je ne sais pas si j'en parlerai forcément. Après, j'ai aussi droit à ma vie personnelle. Excusez-moi, hein, son petit jardin secret. Je vais quand même pas vous raconter toutes mes morts. Donc Christophe, merci pour tout pour l'épisode 7. Ali, c'est moi qui te remercie encore une fois de ton accueil dans tes studios exceptionnels. Et puis, oui, on se retrouve dès la semaine prochaine, tous les vendredis soirs, dans l'univers d'Ajus pour la cloche. Vous êtes beaucoup à me demander d'ailleurs s'il y aura d'autres concepts. Il faut savoir que je suis très lent. Hein, ça fait déjà genre 4 ans que je voulais me lancer sur YouTube, donc vous voyez, là c'est enfin fait. J'ai des idées et elles se précisent. J'en avais déjà avant, mais là plus ça va. Il n'y a pas un soir où je ne m'endors pas en me demandant tiens, et si je faisais comme ça, et si je faisais ça. Mais voilà, il me faut du temps. Ne désespérez pas. Pour l'instant, c'est 1 heure par semaine, mais petit à petit, je vais essayer de me motiver et de vous offrir un peu plus de contenu à mon image, l'univers d'Ajus. En tout cas, merci encore une fois, Ali. Merci à vous de votre fidélité. Je te laisse faire les likes, les partages, tout ça. Vas-y. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et je pense qu'un petit concept qu'on pourra peut-être essayer une fois parce qu'on commence à avoir de plus en plus de questions dans les commentaires. Et d'ailleurs, laissez-nous vos questions si jamais vous en avez dans les commentaires. Voilà, exactement. Un Q&A, une FAQ. Oui, comme les joueurs du grenier quand il ne sait pas trop poster. Allez, on fait une petite FAQ, Q&A. Par exemple, voilà, à la semaine prochaine. Bisous. Pour le 8e numéro de la cloche. Ciao tout le monde. Bisous.